Vous le savez, on a des auditeurs qui adorent écrire. Antoine Bernier nous a pondu un roman qui est tout simplement fantastique. C'est Elliot, qui est un personnage qui retourne dans le passé en 1925, où il devra apprendre la vie rudimentaire de cette époque-là, mais également apprendre du passé, justement. Et vous pourrez retrouver plusieurs choses que vous aurez vues au fil des épisodes du trio économique au fil du temps. Même certains personnages vont vous faire penser à vos animateurs préférés. Ce livre-là est disponible sur Amazon avec Antoine Bernier à 22 $. Vous l'avez à l'écran, je vous l'affiche juste ici. Les leçons du passé, tome 1, le piège du confort. Je vous le suggère fortement, j'ai un malin plaisir à lire ça. Le livre d'Antoine est tout simplement excellent. Je vous le recommande fortement. Le trio économique est super content de vous présenter son premier commanditaire, l'avocat Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan. Si vous avez besoin de conseils juridiques en matière fiscale, Jean-Sébastien, c'est le gars qu'il vous faut. C'est un avocat, un fiscaliste. Il vous offre une gamme complète de services pour répondre à vos besoins en matière d'achat, de vente d'entreprise, de planification fiscale et successorale et aussi pour résoudre des litiges fiscaux. Il offre un accompagnement spécialisé et personnalisé pour assurer la réussite de vos transactions et de vos affaires fiscales partout au Québec et même au-delà des frontières. Jean-Sébastien Lebrun de chez Spiegel Ryan, contactez-le au 514-866-3514. Bon épisode. Bienvenue au trio économique avec Yann le malcommode. Donc, tu disais, Vincent, que les gens aimaient plus Pierre que toi, c'est ça? Ben oui, mais aujourd'hui, on a un invité spécial que les auditeurs aiment bien, qui est toujours de meilleure humeur que Yann et qui est toujours plus apprécié que moi. Qui est toujours plus apprécié que moi, Pierre Desrochers. Puis, écoute, moi, je suis bien content parce que dans 8 jours, c'est le jour de la Terre. Et comme nous, on ne l'aime pas, ben on va en parler en mal. En plus, aujourd'hui, ça donne bien que tu sois là, Pierre. Je mange des bêtises sur Facebook à cause de toi. Là. Bon, j'ai parlé du coup. Non, blâme pas Pierre, c'est toujours de ta crise de faute. C'est mal commode, c'est ta crise de faute. Hey, j'ai pas été mal commode. J'ai parlé de théories que j'ai comprises à l'époque avec Pierre, avec l'usage des fraises du Québec, puis comment c'était pas si non écologique de manger une fraise californienne à cause des coûts de transport par bateau, puis par train, puis tous ces trucs-là. J'ai expliqué ça dans un bout de podcast. Joey a fait un short, puis il a mis ça sur les réseaux sociaux. Puis là, je mange une volée de la part des gens qui trouvent que j'ai aucun bon sens en agriculture. Bon, si j'étais sur X, je le défendrais, mais je le suis pas. Enfin, mon département m'obligeait à l'être parce qu'à un moment donné, j'étais responsable de la newsletter. Mais moi, je vois X comme une espèce de trou noir. Là. Si je me laisse attirer par ça, là, ça va affecter ma productivité. Puis j'ai déjà eu des problèmes parce que j'ai été administrateur pas mal trop souvent ces dernières années. OK, enfin, on va commencer. Là. Oui, on va commencer parce qu'avec Pierre, il y a quand même toujours pas mal de contenu. Puis on est à 160 de slides aujourd'hui? 120, je pense. 120? Oui. Oh, c'est j'ai fait un effort. Et en plus, Yann, il est là pour courir après les écureuils qui passent dans sa tête. Fait que, comme... Il faut commencer. Mais comme Vincent le disait, c'est le 22 avril, donc nous, on enregistre le 14. Ce sera le jour de la Terre. Et donc, il y a pas mal de choses à dire sur le jour de la Terre. Mais j'ai choisi le titre le plus neutre possible pour ne pas vous faire bannir d'entrée de jeu. Là. Donc, on va regarder les choses vraiment croustillantes pour la partie Patreon. Là. Mais aujourd'hui, j'ai essayé d'être le plus universitaire possible pour la première image. Après ça, vous allez voir. Ça se dégrade. Population Bomb, je l'aime tellement, ton livre. Là. Je n'ai la moitié de lui à peu près, puis je l'adore. Ah, merci. Et puis, écoute, je vais le plugger auprès des auditeurs 3 ou 4 fois aujourd'hui. Là, pour 7 $ sur Kindle, la dernière fois que j'ai vérifié, là, vous pouvez avoir accès au livre qui va vous donner des références beaucoup et des arguments plus détaillés que ce que je vais vous donner aujourd'hui. Disons qu'aujourd'hui, c'est un petit amuse-gueule ou amuse-bouche. Là. C'est quand même 120 images, mais croyez-moi, le livre, comme Yann peut en attester, et Vincent aussi, je présume, et peut-être même Frank, il y a quand même une portion non négligeable du livre qui consiste en référence. Voilà. Oui, il y a matière à aller plus loin, mettons. Voilà. Mais donc, ce que vous avez sur l'image là-dessus, vous avez le mythe de Prométhée en bas à gauche sur lequel je reviendrai, là, qui est un peu
Si vous voulez, l'espèce d'ancêtre intellectuel des techno-optimistes, on va y revenir, donc ça remonte à plusieurs milliers d'années. Et puis à droite, vous avez une image où vous avez... ça pourrait être une rencontre du GIEC ou ça pourrait être autre chose, là, où finalement, on nous dit que tout va mal, mais on n'ose pas dire que c'est à cause des bouches à nourrir qui sont trop nombreuses. Donc on va y revenir. Mais si tu vas aller à l'image suivante, que je vous dis, j'essaie d'être un peu plus universitaire aujourd'hui au début. Donc, la table des matières, d'abord un petit préambule, vous allez voir. Et ensuite, on commence sur les chapeaux de roue, dépeuplement et pauvreté, les clés du développement durable. Parce que si vous regardez ce que disait dans le passé, ou ce que dit encore aujourd'hui Laure Varidel, on n'a pas vraiment le choix. Plus on est pauvre et moins on est, mieux on se porte. Mais je vais expliquer que non, l'économie de marché nous a permis de nous enrichir et d'avoir une planète plus propre. Et ensuite, dans la partie Patreon, là, on va arriver au changement climatique. Parce qu'à chaque fois que je débat des gens comme Varidel, c'est toujours « Mais vous, là, M. Desrochers, niez-vous la réalité des changements climatiques? » Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, on irait un peu plus en profondeur, mais on va garder ça sur la partie Patreon. Puis finalement, je veux traiter de gauchisme et environnementalisme. Et aujourd'hui, je vais dire du bien de Karl Marx. OK, quand même. Bon programme. Mais ça, il faut dire ça derrière Patreon. Parce que... Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Parce que là ça pourrait être retenu contre nous. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Bon, alors, mon préambule, les ours polaires. Et si ce sont des choses dont vous avez déjà parlé, interrompez-moi, là, on ira un peu plus vite, là, mais il y a que... Enfin, je présume que vous, depuis que vous êtes à l'école primaire, là, vous avez vu les ours polaires comme symbole des changements climatiques, et le climat se réchauffe en Arctique, les banquises sont plus petites, les pauvres ours polaires ne réussissent pas à les tuer suffisamment de phoques pour être gras et dodus, et donc, ça a été l'animal emblème des changements climatiques. Ils sont toujours sur une petite plaque de glace à la dérive. Moi, le primaire, c'était à l'époque des pluies acides encore, Pierre. Bon, t'es si vieux que ça, Yann? Okay, ouais, j'ai 41, genre 41. Là. OK, d'accord. C'est vrai. Les gens de 41 ans, c'était les plus acides au primaire. Ouais, bon, OK, d'accord. Physiquement, 41 ans, on ne va pas pousser trop fort. Là. Bon, l'image suivante. Bon, à défaut d'avoir celui sur la petite banquise, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est... il est maigrichon, lui. Oui, c'est ça. En fait, c'est une femelle qui est très âgée. Dans le fond, c'est une grand-maman qui marche sur 3 pattes. Alors, c'est une image, c'est une photo qui a été prise il y a une dizaine d'années, là, en 2015, et ça a été vu comme un des changements climatiques parce que la personne qui a pris la photo a dit « Regardez les changements climatiques, ce que ça fait aux ours polaires. » Alors que c'est ce que tu as dans la nature, les animaux vieillissent, ils sont incapables de chasser. Dans ce cas-là, ils fonctionnent sur 3 pattes, fait que la pauvre est morte de faim, mais c'est un phénomène tout à fait naturel. Mais à l'époque, en 2015, les ours polaires étaient encore un symbole des changements climatiques. OK, c'est ça. Eux pensent que les animaux sont toujours dans la fleur de l'âge. C'est un vieux chat séché à terre puis un vieux chien malade, ça existe comme pas, dans le fond. Non, exactement. Sauf que vous aurez peut-être remarqué que vous voyez beaucoup moins d'ours polaires depuis quelques années parce que il se trouve que si on arrête de les tirer, la population va augmenter, puis que les ours polaires, ça existe depuis des centaines de milliers d'années, puis ça peut nager des centaines de kilomètres dans l'océan Arctique, ça s'adapte. Fait que en 1960, quand c'était encore une chasse pas mal ouverte, parce que ça a l'air que vivre à côté d'un ours polaire, c'est pas trop joyeux là, quand tu es dans le nord. Non. Mais à un moment donné, on a mis en place des mesures où on arrête de les tirer, là, où ils sont beaucoup plus protégés qu'auparavant. Donc, on estime qu'il y avait environ 12 000 ours polaires en 1960. Et après des décennies de changement climatique, il y en aurait un peu plus de 32 000 aujourd'hui. Fait que, surprise, tirer des ours polaires, ça a plus d'impact qu'une petite augmentation de température d'1 ou 2 degrés dans l'Arctique. Qui l'a cru? Il faut dire que les ours polaires ont la même alimentation que l'homme, ou presque. Exactement. Bon, alors c'est ça. Donc, dépeuplement et pauvreté. Ça, c'est mon interprétation de ce qu'on nous dit toujours sur comment sauver la planète. Donc, comme vous le mentionnez au début. Tu prends des photos, ou juste? Ah, ben ça, écoute, ça fait des années. Là, j'ai peut-être 41 ans, j'en ai 55. Ça fait 20 ans que j'enseigne ces trucs-là et qu'à chaque année, j'essaie de trouver des choses et d'améliorer mes images PowerPoint. Le problème que j'ai, c'est que vu que je change mes images à chaque année, j'ai pas la capacité de dire que il y a 20 ans, je vous disais que les autos électriques, ça ne marchait pas, que les éoliennes, c'était de la foutaise. La seule preuve que j'ai, c'est les mauvaises évaluations de mes étudiants qui écrivent « Ah, espèce de radical capitaliste, ils ne croient pas que les autos électriques sont une bonne chose. » Mais c'est la seule preuve que j'ai parce qu'à chaque année, je change mes images PowerPoint. Donc, en gros, ce que les environnementalistes nous disent depuis le début, c'est que dans le fond, tu as 2 types de problèmes environnementaux. D'un côté, on va manquer de bouffe, on va manquer de terres agricoles, on va manquer de pétrole, on va manquer de potasse ou d'autres choses. Et de l'autre, la pollution qui vient de nos activités industrielles dépasse la capacité de l'environnement d'assimiler la pollution. Donc, c'est toujours ces 2 trucs-là. Club de Rome et compagnie.
Exactement. Et on va y venir. Mais en gros, c'est ça. C'est que c'est toujours ces deux problèmes-là. Puis on va parler des émissions de CO2 aujourd'hui, là, qui sont entrées dans la catégorie de pollution. Mais en gros, tu as toujours ces deux problèmes-là. Et les seules solutions logiques, si tu embarques dans leur cadre théorique, puis on va l'examiner un peu plus en détail, c'est de dire que, alors, ça nous prend moins de gens qui consomment moins. Et puis, il faut s'appauvrir parce qu'en consommant moins, on va moins polluer. Ils trouvent le moyen maintenant d'enrober ça un peu dans l'espèce de, tu sais, l'éloge de la lenteur et de la paresse. Là. C'est là, ouais, mais la vie de plus en plus stressante, tu sais, si on était tous ensemble dans une commune à danser nus, ça serait mieux pour de moins de dépression. Tu sais, c'est comme un genre de c'est nouveau, ça, ce genre de vernis-là. En tout cas, c'était drôle. Pas très à la mode là, avant. Non, mais ça dépend. Tu avais des hippies dans les années 70, mais pour avoir grandi un peu en milieu agricole, je peux vous dire qu'à la période des récoltes, si tu as une peur de geler ou d'un orage qui s'en vient avant que tu ramasses tes récoltes, les agriculteurs ont souvent une vie stressante là, à certains moments de l'année. Donc, eux, c'est un peu différent. Donc, Laure Varidel m'a dit que c'était beau le passé. Ah ben oui, exactement. D'ailleurs, tu vois, justement, Tertullien, j'étais surpris une fois, j'ai posté ça il y a quelques années, et Vincent savait qu'il était Tertullien. Je pense que c'est la première fois dans ma vie, quand j'ai mis une image, que quelqu'un connaissait ce père de l'Église. Donc, c'est parce que j'ai, contrairement à beaucoup de gens de la gauche bien pensante, j'ai été à l'école. Donc, t'écoutais tes profs. J'écoutais en plus. Exactement, c'est pour ça on n'est pas normal, on n'est pas un échantillon normal. Mais tu vois, c'est ça, dans la Bible, la Genèse, à un moment donné, Dieu dit à Abraham, c'est quoi en français, là? Go forth and multiply, là, tes ancêtres seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, puis tout. Donc, Dieu est un anti-malthusien, mais ça n'empêche pas plusieurs théologiens, et Tertullien, c'est le plus connu, mais Saint Jérôme a dit quelque chose qui était un peu la même chose. Donc, Tertullien, c'est à peu près il y a 2000 ans, là, en l'an 200. Nous sommes un fardeau pour le monde, à peine si les éléments nous suffisent, les nécessités deviennent plus pressantes. Cette plaie est dans toutes les bouches, la nature va nous manquer. Il est bien vrai que les pestes, les famines, les guerres, les gouffres qui ensevelissent les cités doivent être regardés comme un remède, une espèce de tombe pour les accroissements du genre humain. Et donc ça, c'est un père de l'Église, mais je pourrais remonter aussi dans la Babylone antique, où Confucius, Platon, Aristote. Il y a plein de gens qui croient en ce que les environnementalistes appellent aujourd'hui des limites de l'environnement. Puis à l'époque, corrige-moi si j'ai tort, Vincent, il y a à peu près 300 millions d'êtres humains sur la planète. Donc pour toute la planète, tu n'as même pas la population des États-Unis aujourd'hui. Mais c'est déjà surpeuplé. Là. Bon, alors évidemment, il y a plusieurs personnes qui raffinent l'argument au fil du temps. Aujourd'hui, le seul que les gens semblent connaître, c'est Malthus. Mais 200 ans avant lui, il y a un jésuite défroqué en Italie, là, Giovanni Botero, qui écrit à peu près le même argument. Malthus a étudié en mathématiques, fait qu'il formule un peu différemment. Botero, lui, en gros, dit la même chose, mais l'idée, c'est que la population augmente plus rapidement que la capacité à la nourrir. Puis évidemment, ça, c'est pas durable. Et évidemment, à un moment donné, something has to give, là. Quelque chose doit se briser. Voyons. Je fais un effort pour traduire mes images. Il faudra pas que je parle. Brisé. Exactement. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que Malthus, la première version de son pamphlet, c'est qu'il réagit directement aux gens optimistes de l'époque. Parce que tu en as comme Godwin, qui est un peu un ancêtre intellectuel des anarchistes et des communistes aujourd'hui, Condorcet, qui est plus un libéral classique, disent que non, les êtres humains ne sont pas que des bouches à nourrir, c'est aussi des cerveaux pour penser, des mains pour travailler. Et tu as des gens qui disent que plus on est nombreux, plus on travaille, plus on innove, mieux les choses s'améliorent. Mais là, Malthus arrive et démolit tout ça. Donc, démolit, enfin. Fait un argument contre ça qui trouve une certaine popularité pendant quelques décennies. Puis ensuite, ça revient périodiquement. Et à chaque fois, il a tort. Donc, je vais sauter. Croyez-moi, quand je vous dis ça, là, vous avez un bouquin pour 7 $ sur Kindle là, qui va vous donner plus de citations. Mais en 1948, si vous voulez, il y a une renaissance du mouvement malthusien. Et le problème que vous avez à l'époque, comme je l'ai déjà mentionné, il y a plusieurs eugénistes qui s'étaient fait donner des fonds dans les années 20, des années 30, créer des institutions. Certains d'entre eux reçoivent des médailles de l'ordre du mérite nazi, là, je ne sais pas comment ça s'appelait en allemand. Et il y en a comme le père de Osborne à droite, lui, qui nous dit ouais, les gens n'aiment pas les politiques d'eugénisme en Allemagne, mais c'est parce que les nazis les ont créés. Mais si vous faisiez abstraction des nazis, vous voyez que c'est bien quand même, ils essaient d'améliorer la race. Fait que ces gens-là ont comme un problème de PR après la Deuxième Guerre mondiale, après Auschwitz et tout. Et plusieurs d'entre eux vont donc ressusciter le malthusianisme et dire qu'il faut maintenant contrôler la population, il faut mettre les experts en charge. Parce que justement,
un des problèmes qu'on a dans l'après-guerre, c'est qu'on a développé des insecticides, notamment pour les troupes américaines des îles du Je viens Pacifique. de la voir politique qu'est-ce que tu viens de faire. Tu es en train de mettre la table pour traiter les Oui. écologistes de nazis. Là. Ben, l'argument à Hitlérium, la réduction à Hitlérium. Là. Laure Varidel ne serait pas fier de toi. Là. Non, je sais. Ben, écoute, je suis sûr qu'ils vous ont traité de choses bien pires que ça. Probablement. Mais ce qui est bien, quand tu lis les gens de 1948, Voight, c'est qu'il est très spécifique sur le fait que le problème, c'est pas seulement qu'il y a trop de monde, mais qu'il y a trop de monde qui sont jaunes, bruns puis noirs. Et quand tu lis ces choses-là, tu te rends compte qu'il était beaucoup plus explicite que ce qui va venir par la suite. Mais tous les arguments qui vont être repris ensuite dans les années 60 viennent de Voight. Et même des gens comme Paul Ehrlich, que je vais mentionner bientôt, reconnaissent que c'est la personne qui les a étudiés, c'est vraiment Voight à gauche. Là. En tout cas, si tu vas aller à l'image suivante. Et une chose que j'ai découvert il y a quelques années quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je ne dirais pas 20 ou 30 ans, mais pas loin à ce moment-ci, c'est que je ne sais pas, y a-t-il une expression française pour astroturf? C'est qu'on nous présente le mouvement environnementaliste comme un mouvement qui est émergé spontanément dans les années 60 parce que les gens s'inquiétaient de la pollution de l'air, la pollution de l'eau, puis tout, alors que dans les faits, si tu regardes comment ça a commencé... artificiel. Le gazon artificiel, c'est ça. L'idée, c'est ça. On nous présente le mouvement environnementaliste comme tu vois des gens qui s'inquiétaient de leur environnement, plutôt, alors que dans les faits, non, ça a vraiment été commandé par le haut. C'est vraiment venu d'en haut et tu as eu plusieurs campagnes de sensibilisation pendant des années avant vraiment que ça décolle dans les années 60. Et bon, si vous ne me croyez pas, vous pouvez le voir, entre autres, l'Office national du film. Ça vous dit quelque chose, ça, votre génération? Bon. Ben oui. Moi, quand j'étais au primaire, des fois, sa TV nous passait des petites vidéos. L'Office national du film vous présente. Bon. En 1960, l'Office national du film publie un truc qui s'appelle The Earth and Mankind. La version française, c'est L'humanité à l'épreuve. J'ai gardé le poster anglais parce que je n'ai pas réussi à trouver la version française officielle. Mais il y a deux trucs là, sur le dessus que il y a deux citations ici que j'ai mises en exergue. This is the film introduction to one of the world's most pressing problems, overpopulation in a world of limited resources, en 1960. Et le film, c'est a comprehensive view of problems that transcend national boundaries and threaten the future of world civilization. No issue today is of more importance to more people. Donc, à l'époque, c'est pas les changements climatiques qui justifient un gouvernement mondial, c'est la surpopulation. Et c'est vraiment ce qui va être promu pendant des années par des organismes, que ce soit l'ONU, le Film Board ou que ce soit même Radio-Canada, là, on va y venir là, pour combattre la désinformation à l'époque. On veut nous sensibiliser au fait que justement, il n'y a pas... on a un problème mondial qui justifie des solutions drastiques, la surpopulation. Un autre, explosion démographique. Celui-là, je pense que ça a été produit par un Québécois, là, Pierre Hébert, si je me souviens du nom, je ne sais pas trop c'est qui. Là. J'ai fait ma recherche il y a quelques années, mais j'ai oublié. Je pense que ça a été produit en français avant d'être traduit en anglais. Et ce que vous avez à droite, c'est le synopsis là, que vous retrouvez encore aujourd'hui sur l'Office national du film. Malgré certaines solutions de base telles que la limitation des naissances, l'assistance économique et l'industrialisation, ils croyaient encore à l'industrialisation à l'époque, là, c'est quand même une différence. Le monde fait face à une montée croissante de peuples affamés. Illustrée de façon simple et frappante, cette étude démontre que les nations riches doivent oublier leurs intérêts politiques et promouvoir un nouvel équilibre dans la distribution des richesses de la Terre. Fait que, ça, c'est un petit film qui passait dans les écoles primaires et secondaires à la fin des années 60. C'est Pierre Hébert. C'est Pierre Hébert, c'est ça. C'est bien Pierre Hébert. Non, c'est parce qu'il y a un livre d'Albert Jacquard qui a à peu près le même titre. Là. OK. C'est pour ça que je n'étais plus sûr c'était lequel, là, mais oui, c'est vraiment Pierre Hébert. C'est Pierre Hébert, donc c'est ça, 1967. Mais les gens s'imaginent que vraiment ce qui a lancé le mouvement environnementaliste, c'est Paul Ehrlich, la Population Bomb, la bombe P en 1968, et le Club de Rome en 1972. Et ce qui est intéressant avec Ehrlich, c'est qu'au début, quand il publie The Population Bomb, personne ne remarque son petit bouquin. Je veux dire, Ehrlich a été choisi par un gars du Sierra Club parce que il l'entend à la radio dans la région de San Francisco. Ehrlich est un prof à Stanford. C'est un excellent communicateur. Et dans un de ses cours, il résume ce qu'il a appris de Voight et puis d'autres à l'époque. Il ne fait rien de vraiment original. Mais le gars qui l'entend, le président du Sierra Club à l'époque, trouve qu'il est tellement bon qu'il dit, écris dans un livre. Puis en fait, c'est surtout sa femme qui l'a écrit, même si ça... Enfin, l'éditeur n'a pas voulu mettre le nom de sa femme là-dessus parce qu'elle a juste un bac en français ou quelque chose là, en littérature. Mais Ehrlich, au début, personne
porte attention à The Population Bomb parce qu'il dit la même chose que tout le monde. Ce qui va vraiment faire un succès, c'est qu'en 1970, il va passer à l'émission de Johnny Carson, le Tonight Show. Donc aujourd'hui, ce serait, je sais pas, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, ce genre. Sauf qu'à l'époque, les gens écoutaient ça, là, contrairement à aujourd'hui. Et puis, il est là un soir à une émission. Le premier invité, apparemment, est un désastre. Fait que Carson s'en débarrasse. Amène Ehrlich. Et Ehrlich est très bon. Puis Carson le garde plus longtemps. Puis entre les intermissions, il y avait des commerciaux à l'époque à la télé. Là. Je sais que pour les plus jeunes, c'est difficile à comprendre. Mais Ehrlich donne des questions à Carson. Et puis bon. Et puis Ehrlich a tellement de succès qu'il revient, je crois, une vingtaine de fois à l'émission de Johnny Carson. Et The Population Bomb ne devient un succès de librairie qu'après qu'il soit passé à la télé. Et il est encore vivant aujourd'hui. Là. Le monde aurait dû s'effondrer depuis longtemps, mais il ne veut pas mourir, ça a l'air, puis il continue de publier. Et puis, le Club de Rome, ben, en tout cas, comme je l'ai déjà mentionné, ils disent la même chose que ce qui venait avant, mais ils utilisent des ordinateurs. Et à l'époque, en 72, ça fait peur au monde. Oui, ben lui aussi, le monsieur Meadows est encore en vie de mémoire, puis il dit encore les mêmes niaiseries qu'en 72. Ouais. Il n'y a pas moyen de s'en débarrasser, c'est ça. Bon, David Suzuki, ça vous dit-tu quelque chose? Ben oui, le dernier hiver. Bon, OK. Bon, tu vois, je ne sais même pas c'est quoi, mais ce que Suzuki, il est d'abord devenu... C'est en référence à notre ami Joe Hamel qui dit tout le temps le dernier hiver à chaque fois que quelqu'un dit que c'est la fin du monde. Non, mais c'est vrai, cette histoire-là. C'est que David Suzuki était venu à Québec en comme 2009. Il avait dit que ça allait être, dans les prochaines années, le dernier hiver. Oui, c'était ça que j'essayais de dire, mais merci de faire du Yann. Ben non, mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui la connaît, cette histoire-là. Non, mais je la connaissais pas, tu vois. Ouais. C'est toujours le problème. Ça m'inquiète toujours de passer à votre émission. Je suis tellement déconnecté que, tu vois, je comprends pas ces références-là ou certaines des jokes sur Vincent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Suzuki, donc, au début, c'est un prof de génétique à l'Université de la Colombie-Britannique. C'est un spécialiste, hein, c'est quoi? Mouche à fruits, là, fruit flies. Mais pour des raisons que je comprends... Oui, Drosophile, voilà. Okay, tu vois. Pour des raisons que je ne comprends pas trop, il donne une émission à CBC qui va durer de 1970 à 1972, là, Suzuki on Science. Et ensuite, ils vont lui donner The Nature of Things, où c'est un présentateur. Mais il y a une clip qui est fameuse de 1972 où tu vois Suzuki avec un groupe d'étudiants assis dehors sur le bord d'une cabane, puis de toute évidence, il est complètement gelé. Fait que, il dit vraiment ce qu'il pense. Puis il dit « Humans are maggots ». Il dit, j'ai réalisé que les humains ne sont que des asticots, des vers de terre. On mange, on défecte, et c'est tout. Puis tu vois, là... En tout cas, c'est genre 1 minute et 20, là, si les étudiants veulent aller le voir. Mais il dit la même chose depuis le début des années 70. Et il a été promu pendant toutes ces années-là par Radio-Canada, puis l'ONF, notamment en 2010, de Test Tube. Et ça, c'est toujours l'argument, c'est quoi le monde? Le monde, c'est un tube avec de la bière ou quelque chose que les bactéries peuvent manger, puis à un moment donné, ils continuent de double, et puis ils meurent tout à la fin. Et puis, je l'ai montré pendant une couple d'années quand je parlais à des étudiants libertariens, puis il y a une phrase là-dedans qui fait toujours rire les étudiants qui s'intéressent à ces idées-là, c'est « Every scientist I talk to agrees with me ». Puis lui, il dit toujours ça, comme s'il parlait à tous les scientifiques, alors qu'en fait, il ne parle qu'à des gens comme lui. Croyez-moi, c'est plus drôle quand vous voyez les vidéos. Match suivant. Commandant Cousteau, ça vous dit-tu quelque chose? Ben oui. Ben tu vois, je sais pas, moi. Fait que le commandant Cousteau, à la fin de sa vie... Il y a un livre d'école au Québec, commandant Cousteau. Ah oui, bon, tu vois, moi, à l'époque, dans les années 70, on le voyait à la télé, là, la Calypso puis tout, là. Mais à la fin de sa vie, il s'est lâché l'os, là, 1989. La surconsommation et la surpopulation sont à la base de tous les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais les vraies citations, les vraies bonnes, là. Il faut que la population mondiale se stabilise. Et pour ça, il faudrait éliminer 350 000 hommes par jour. C'est si horrible à dire qu'il ne faut même pas le dire. Et une Terre et une humanité en équilibre, ce serait une population de 100 à 500 millions de personnes. Et une chose dont je me suis toujours rappelé en disant... Ouais. Pardon? C'est pas beaucoup, là, 500 millions de personnes. Non, c'est ça. On est au-dessus de 8 milliards aujourd'hui. Tu es fort en maths, Yann, là, toi, tu peux... Mais ce qui était une chose que je me souviens de Cousteau, j'avais lu une entrevue à un moment donné où il disait qu'il admirait Fidel Castro parce que c'était le seul leader en Amérique latine qui se souciait de l'environnement. Fait que, bon, je dis ça, je dis rien. Ah, ben oui, écoute. C'est ça. Hubert Reeve, tu vois, le fait d'essayer de vous préparer des choses un peu originales, je ne savais pas qu'il était mort, moi, qu'il était décédé. Oui, ça fait vraiment pas, ça fait pas longtemps. C'est ça fait quoi, ça fait 2 ans, quelque chose comme ça?
Ouais, moi, j'ai découvert qu'il y a une couple de scientifiques de son âge, on dit qu'ils sont morts de la COVID, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit dans son cas, là, mais en tout cas. Mais Hubert Reeves, contrairement à Suzuki, moi, Suzuki, évidemment, il est à Vancouver, j'ai des amis au Fraser Institute, j'ai toutes sortes de potins que j'oserais même pas dire sur la partie Patreon. Mais contrairement à Suzuki, qui a toujours eu, selon moi, des airs de gourou de sec, là, Reeves a toujours eu l'air d'un bon monsieur, là, mais qui lit juste sa gang, là, qui n'a pas l'air de connaître les autres arguments. Fait que il s'est comme lancé dans le néo-malthusianisme au début des années 2000. Il y a toutes sortes de citations, mais une ici là, que j'ai retrouvée dans le Devoir, 2 ans avant son décès, survenu le mois dernier. Hubert Reeves a accordé sa dernière entrevue au sujet de sa plus grande préoccupation, que la Terre devienne inhabitable à cause de l'activité humaine. Ce discours impensable il y a 100 ans n'a rien d'un scénario catastrophiste, c'est devenu une réelle possibilité, préviennent les plus grands scientifiques du moment. Donc, Tertullien et Hubert Reeves, même combat. Là. Ben, surtout que Reeves, à la base, les gens le connaissaient plus parce que c'était un vulgarisateur d'astrophysique. Il écrit plein de bouquins là-dessus. Puis c'est tout le temps un peu le malaise que j'ai là, quand je vois des gens s'asseoir sur une espèce d'autorité scientifique dans un autre sujet, parler complètement d'un autre sujet. Là. Ça me met tout le temps un peu mal à l'aise. Mais écoute, il a le droit de parler de ce il a le droit de parler d'autres sujets. Comme Rachel Carson ici. Carson était bien connu dans le monde anglophone, peut-être un peu moins dans le monde francophone. Silent Spring, le printemps silencieux en 1962. Elle a une maîtrise en biologie, puis sa spécialité au début, ça devait être la biologie marine, mais c'est pas vraiment une scientifique, c'est quelqu'un qui écrit pour le département de l'Intérieur aux États-Unis. C'est plus quelqu'un qui écrit des trucs pour la radio, là, pour faire la vulgarisation scientifique encore. Au début des années 60, elle s'est embarquée dans la question d'écrire sur des histoires de pesticides. Et la version officielle de l'histoire, c'est que c'est la première qui écrit sur le DDT, c'est dangereux, puis merci Madame Carlson. Alors que dans les faits, les gens ont commencé à se plaindre du DDT, les écolos ont commencé à se plaindre du DDT dès la Deuxième Guerre mondiale. Voigt, que je mentionnais en 1948, a écrit des choses aussi radicales sur le DDT que Rachel Carson peut le faire. Ça ne pogne pas vraiment. Un des avantages que Carson a, c'est qu'elle est déjà connue. Là. Elle écrit des best-sellers sur la vie au fond des mers, alors qu'en fait, elle paraît qu'elle était terrifiée de l'eau. Elle ne plongeait pas elle-même, là, mais elle a eu des best-sellers là-dessus. Et puis, elle a publié son livre au moment de la crise de la thalidomide, si ça vous dit quelque chose. Donc, oui. C'était un médicament qu'on donnait aux femmes enceintes pour combattre la douleur. Mais c'est ça. Donc, les enfants qui sont nés leur manquaient un bras ou quelque chose. Donc, elle, son livre sort en même temps que la thalidomide. C'est peut-être ce qui explique plus que tout, en fait, le fait. Ben, le fait, d'un côté, c'est Rachel Carson, la thalidomide. Donc, j'ai écrit un peu là-dessus, là, dans une revue notamment qui s'appelle Spiked. On fêtait le 50e anniversaire du livre là, en 2012. Puis un des éditeurs m'a dit « Hey Pierre, on sait que tu serais capable de faire ça, peux-tu t'en occuper? » Donc, si vous voulez savoir ce que je pense de Rachel Carson, j'ai une petite chronique en 2012. Mais j'ai appris des choses intéressantes par la suite. Et si jamais on parle d'agriculture bio, je reviendrai plus en détail sur Rachel Carson. Donc, les pesticides, la surpopulation, mais aussi il y a d'autres problèmes qui sont importants, qui sont beaucoup plus difficiles à régler. Donc, William Hornaday, ici, c'est sa photo du temple de renommée des empailleurs aux États-Unis, parce que pendant un bout de temps, il a été l'empailleur au Smithsonian, mais lui, il nous dit qu'il y a une menace terrible à l'heure actuelle aux États-Unis en 1912, et c'est les Italiens. So toward the wildlife, the Italian liver is a human mongoose. So give him the power to act and he will quickly exterminate every wild things that wear feathers or hair. For a songbird, he is literally a pestilence that walketh at noonday. Donc, il faudrait réduire le nombre d'Italiens de basse classe qui viennent aux États-Unis parce qu'ils tirent tout. Et là, le seul temps qu'un Italien engueule un autre Italien, selon lui, c'est quand il refuse de partager le produit de sa chasse. Donc, ils ne comprennent pas les droits de propriété et tout. Mais comme vous l'avez expliqué il n'y a pas si longtemps, on peut quand même créer des incitatifs pour tourner la propension des Italiens au carnage vers de bons débouchés. Donc, si tu fallait à l'image suivante. Tu parles de la chasse aux cochons, Vincent. Je savais, la voyais venir. C'était trop évident. Alors, c'est mon step kit qui complète son truc en design graphique. Là. J'ai expliqué l'histoire en 15 minutes. Il songe à lancer son entreprise. Il ne l'a pas encore. Il m'a dit « OK, je te le fais gratis si tu mentionnes mon nom. » Donc, Walt Shermack Hamilton, c'est le genre de truc qu'il peut vous créer en 15 minutes. Donc, si vous avez... on croit au capitalisme quand même dans ça. C'est quand même très bon. Ce podcast. Alors, vous êtes libre de l'utiliser pour en faire ce que vous voulez. Là. Je sais pas si ça va servir. Ouais. OK. Mais bon, oui.
Alors, Vincent en parlera, mais il y a la personne au milieu, c'est la modératrice d'un débat. Tu vois, je dis souvent qu'en géographie, aujourd'hui, les débats, c'est entre les anarchistes et les marxistes. Au niveau des Verts, Frank connaît ça aussi bien que moi. Les débats, c'est souvent ceux qui croient entre la décroissance et puis une croissance verte, mais qui doit se faire sans... La décroissance ou le développement durable. Voilà, exactement. En bon français, c'est ça. Exactement. Donc, merci les gars. Je fais mon possible, mais je m'excuse. Là, j'ai pas... Non, mais c'est aussi pour utiliser des mots que les auditeurs entendent plus. Là. Non, exactement. Non, oui, moi, comme quand j'étais à l'école, le gros truc à la mode, c'était le rapport Brundtland. Je ne sais jamais comment le prononcer. Ouais. Et là, ça, c'était comme l'apparition. Puis là, après, tu as vu tous les trucs du gouvernement. C'était comme département des infirmières et du développement. Il avait mis développement durable partout, puis il pensait que c'était tout est réglé. Là. Mais, et là, après ça, ils ont commencé à nous dire ouais, dans développement durable, il y a quand même encore développement. Là. Voilà. Fait que c'est un peu un problème. Là. Exactement. Donc, mais ce que je voudrais mentionner ici, puis Frank, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais je pense que peu importe la position que tu as ici, les gens partagent les mêmes prémices de ce côté-là. Fait que si tu veux aller aux images suivantes. Puis, honnêtement, laisse-moi savoir si tu n'es pas d'accord d'abord. Je pense qu'ils sont tous d'accord sur le fait que tu ne peux pas avoir de croissance infinie dans un monde fini. On en a déjà parlé, là. Kenneth Boulding, Vincent nous a déjà appris à finir sa carrière dans son département. Donc, c'est quand même connu, on peut continuer. Ben, c'est que habituellement, effectivement, ils partent pas mal tous de ce constat de pseudo-bon sens-là. Là, parce que en fait, c'est un peu, je te dirais, le phrase fétiche pour enligner l'argument, parce que a priori, quand tu dis ça à quelqu'un, ça semble être quelque chose de totalement logique. Là. Tu te dis, ben oui, c'est vrai, là, si j'ai une quantité finie d'œufs, je peux pas avoir une quantité infinie de clients. Mettons que tu prends un exemple qui te rejoint si tu es un producteur ou si, peu importe. Mais donc, c'est souvent sur ce... Puis ils disent souvent, les gens de la décroissance, ça repose sur un constat de bon sens populaire. Tu ne peux pas avoir de croissance infinie dans un monde fini. Puis là, après, va essayer de détricoter ça en disant... Pourtant, c'est tellement facile. La phrase que tu apprends tout le temps en chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Tu sais, je veux dire, quand tu comprends les éléments du tableau périodique, comment ça fonctionne, puis les interactions chimiques, puis tout ça, à un moment donné, tu te dis, OK, fair enough, il y a des compounds qu'on veut pas, il y a des compounds qu'on veut, il y a des compounds qui prennent du temps à créer, ça prend de la pression, de la chaleur, ainsi de suite, mais en bout de ligne, c'est juste une restructuration du carbone, une restructuration de l'oxygène, de l'hydrogène, tu sais. Quand tu reviens à la base, tu te dis, attends un peu, là, j'ai de quoi je comprends pas. C'est comme si on prenait nos matières premières qui sont présentes sur la planète, on les pognait et on les expulsait sur Mars. Oui. C'est pas ça qui se passe. Hein? C'est absolument pas ça qui se passe. On dirait que tu as écouté dans tes cours, ça me surprend, en tout cas. Okay. C'est pas parce que j'y allais pas que je comprenais pas. D'accord. C'est ça. Bon, deuxième point. Sinon, on finira jamais, là, je m'excuse. Toute chose étant égale par ailleurs, une population moins nombreuse bénéficiera d'un niveau de vie plus élevé. Donc, le nombre de burritos par joueur de football que Donald Trump invite à la Maison-Blanche est fonction du nombre de joueurs de football qui se présentent. Voilà. C'est bon. Les rendements décroissants dans la production de ressources, la seule raison pour laquelle on a connu l'abondance au 20e siècle, c'est parce qu'on a eu accès aux gisements faciles, aux gisements facilement accessibles des produits pétroliers. Mais là, on est rendu, là, c'est plus profond, c'est plus creux, là, ça va mal, fait que le prix va augmenter, on va en avoir moins, fait que on peut pas continuer. Les choses étaient faciles dans le passé, mais dans le futur, ça va être beaucoup plus compliqué. 59 $ le baril. Et on va y venir. Ensuite, la réduction des naissances et la décroissance sont moins risquées que le changement technologique. Et il nous sort toujours l'histoire de la thalidomide, là, entre autres. Là. Oui, il y a eu des mauvaises choses, là, mais dans l'ensemble, c'est l'argument de dire que le changement technique, les OGM et tout ça, c'est toujours trop risqué. On ne sait pas ce qui va arriver. Fait que mieux vaut être moins nombreux et plus pauvres. Fait que Monsanto va créer une armée de zombies, là, c'est ce que je comprends. Exactement. Okay.
Les succès passés n'ont aucune pertinence pour les circonstances et les problèmes du présent. Donc, un argument classique, c'est de dire que, dans le fond, les économistes, les gens comme nous, là, les méchants néolibéraux, on est comme des gens qui ont sauté du 75e étage d'un immeuble, on est rendu au 20e en bas, on n'a pas encore frappé le trottoir, là, mais tout va bien. Sauf que eux voient que le trottoir est là, nous, on ne le voit pas. Fait que, les succès passés n'ont aucune pertinence pour les... Oui, ça, c'est ce que j'appelais affectueusement l'avant-garde éclairée du granulariat. C'est-à-dire que c'est une classe de gens. Ben oui, mais c'est une classe de gens qui voient. Parce que c'était ça, l'avant-garde éclairée du prolétariat, c'est l'élite qui voit ce que la plèbe ne voit pas. Mais dans cette version-là, c'est la même chose. Donc, vous, pauvres pêcheurs, vous ne voyez pas ce trottoir sur lequel vous êtes sur au point de vous fracasser. Nous le voyons. Exactement. Et l'urgence justifie la coercition. Donc, je ne sais pas si Indira Gandhi vous dit quelque chose, c'est première ministre de l'Inde dans les années 70-80. Il y a quelqu'un qui a apparemment oublié de lui dire que les femmes, c'est supposé gouverner différemment. Donc, à un moment donné, she seized dictatorial powers, imprisoned her political rivals, and embarked with the help of her son Sanjay on a mass compulsory sterilization program that registers as one of the most disturbing and vast human rights violations in the country's modern history. Bon, pour faire une histoire courte, l'aide étrangère à l'époque est liée à la croyance à la surpopulation, il faut prendre des mesures. Si vous voulez avoir de l'aide étrangère... Fait qu'elle allait appliquer la coupe sécateur pour vrai au Canal Famille. Là. Exactement. Mais tu vois, en Inde, la façon dont ça a été fait, je ne sais pas si vous connaissez le système des castes en Inde, là, ils ont surtout visé les intouchables puis les populations les plus vulnérables. Les intouchables, les musulmans. Là, donc, en tout cas... Il s'est passé des choses pas trop joyeuses. Là. Je vais vous donner une référence dans une image suivante si ça intéresse certains de vos auditeurs. Là, mais c'est ça. Donc, en résumé, la capacité de charge biologique impose des limites. Moins de population, c'est toujours bénéfique parce que vous aurez plus de richesse, un meilleur environnement, moins de pollution. Il faut conserver pour les générations futures, mais ultimement, le développement durable ne peut reposer que sur les ressources renouvelables. Parce que même si tu économises ton pétrole, si le monde est fini, tu vas finir par en manquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des éoliennes. À une certaine époque, les barrages hydroélectriques étaient populaires avec les écolos. Ça ne l'est plus aujourd'hui, mais c'est ça. Donc, ultimement, il n'y a que les ressources renouvelables. Bon, c'est ça. Donc, si ça intéresse les gens en pratique, espèce menacée en bas à droite, ce qui s'est passé en Chine, là, les avortements des petites filles, là, genre le ratio entre petits gars et petites filles a beaucoup changé en Chine. Et puis, moi, j'ai des collègues chinois, là, je me suis fait raconter des histoires. Qu'est-ce qui t'arrive, par exemple, quand la maman a des jumeaux, puis elle n'est pas censée avoir des jumeaux. Je vous le dirai peut-être un jour en privé, là, parce que ma collègue qui m'a conté ce qui est arrivé à sa famille quand les autorités l'ont découvert, c'est pas vraiment joyeux, mais en tout cas. Fait que c'est ça, en Inde, les intouchables, en Chine, qu'est-ce qui t'arrivait quand tu avais des enfants que tu n'étais pas censé avoir, puis tu essayes de faire passer la petite fille pour la fille de ta sœur, en tout cas. C'est pas joyeux. Donc, le truc suivant. Donc, il y a notamment un truc du Keto là, qui est disponible en ligne gratuitement, Neo-Malthusian and Coercive Population Control in China and India, si ça vous intéresse. Mais bon, oui, les autorités nous ont montré qu'ils étaient vraiment drastiques pendant la COVID, mais il ne faut pas oublier que les gens sont libertariens pour une raison. Quand tu connais un peu l'histoire, là, quand tu vois ce qui est arrivé avec les populations de contrôle pour contrer l'urgence de la surpopulation des années 60, c'est une histoire que plus de gens devraient connaître, selon moi. Que vous avez quelques ressources ici, si ça vous intéresse. Le DDT, on fera peut-être j'aimerais qu'on fasse une émission un jour sur un pesticide, là, si Vincent ne peut pas se pointer. Là, mes images sont prêtes, mais en anglais. Là. Le problème avec le DDT, si vous voyez ici, c'est juste le cas du Sri Lanka. Donc, vous pouvez voir qu'historiquement, vous avez des problèmes de paludisme importants. Le paludisme a une mortalité importante, notamment pour les enfants. Le DDT est découvert genre dans les années 1870, c'est juste genre 50 ans plus tard qu'on découvre que c'est bon pour tuer les moustiques qui transmettent le paludisme. C'est introduit au Sri Lanka, vous voyez ce qui arrive, boum. Et puis ce qui arrive par la suite, je vous le conterai peut-être en détail une autre fois, mais le fait qu'on va bannir le DDT parce qu'on dit que c'est pas bon pour certaines populations d'oiseaux va entraîner, ça dépend des... En fait, à l'origine, il faut quand même rappeler que quand la personne en parlait, Rachel Carson, elle parlait pas juste Elle disait que ça allait tuer des populations d'oiseaux, mais aussi que ça allait causer des cancers fous chez les êtres humains. Le seul qui a l'air d'avoir survécu, c'est que peut-être ça réduit la taille, la grosseur de
La La coquille. coque des œufs. Mais cette étude-là a été contestée parce qu'on a dit qu'on n'avait pas donné suffisamment de calcium aux oiseaux qu'on a testés. C'est pour ça Ouais, que. mais c'est ça, mais regarde, une Ouais. coquille trop mince, 3 millions de personnes. 3 Ben, millions c'est ça. de personnes. 3 millions. Ah, Bon, à 3 un moment millions, c'est donné- peut-être un peu exagéré, mais c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, je mets un chiffre là, Ouais. parce que c'est celui que tu mets à l'écran. Je sais que c'est pas ça, Ouais. mais tu sais, à un moment donné, même si c'était genre 100 000 personnes, il me semble que Ouais. c'est correct s'il y a une coupe d'aigle qui meurt. Je m'excuse à un moment donné. Ben, Ouais, c'est ça. sauf que, tu vois, je vous disais que Void 1948, il y a trop de jaune. Il va y avoir trop de jaune, de noir puis de brun. Là. Il y a la même coupe de cheveux qu'Olivier Niquette. Ouais. Il est probablement Mais tu le vois- même QI. Mais tu vois, lui, c'est ça. Il est contre le DDT parce qu'il croit que ça marche. Et Ok. c'est pas bon parce que si tu empêches les gens de mourir en bas âge, comme c'est typiquement le cas avec le paludisme, tu vas juste les aider à mourir de faim plus tard et leur faim va être encore plus dramatique. Donc, selon lui, tu es mieux de laisser le paludisme réduire la population plutôt que d'avoir une surpopulation et des gens qui meurent de faim dans des conditions horribles plus tard. Ah, c'est Donc, une bonne personne. Voilà, Ok, c'est puis une c'était très quoi? bonne. C'était le genre de personne qui pensait que ce type de maladie-là, c'était des mécanismes d'autorégulation de la nature? Ou, Ben, c'est pas mal ça. Le balance Ok. of nature, c'est encore une C'est idée drôle, répandue à l'époque. cet exemple-là, il y a Bell McKibben, qui est un autre assez extrême dans ce mouvement-là, qui est moderne. Je l'ai entendu dire une version pareille de ça quand à un moment donné, quelqu'un parlait de la réduction des taux de cancer. Il dit, oui, mais après ça, ça va créer des problèmes X ou Y. Fait que peut-être qu'on ne devrait pas régler le problème du cancer. Ouais. Mais Et de des quoi gens pensent que tu c'est parles? toujours. Ouais. Ben, Non, mais c'est ça. pendant la pandémie, j'ai entendu plusieurs fois des gens qui disaient ça aussi, là, On que l'a entendu. le virus était comme une manière de nettoyer la population des éléments et des. Là, t'es comme, OK, mais tu t'en vas où avec ça? Là? Tu sais, c'est comme s'il y avait un genre de. Tu sais, c'est la fameuse fable du dessin intelligent. Là. Il y a un genre d'intelligence dans la nature qui sécrète des maladies pour faire de l'épuration. Là. Je suis pas Ouais. sûr que ça marche vraiment de même. Là, mais en tout cas. Ah non, mais les gens étaient beaucoup plus honnêtes pour ces idées-là dans les années 40 et 50. Et c'est pour ça que tu n'en entends jamais parler aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est que les gens qui les ont redécouverts, c'est des jeunes radicaux aujourd'hui, là, ce que vous appelleriez des couples sécateurs, qui se disent, bon, enfin, on a trouvé nos suprémacistes blancs. OK. Mais là, ce qui est drôle, c'est que des gens comme Paul Ehrlich se font accuser maintenant d'être des suprémacistes blancs parce qu'ils promouvaient le contrôle des naissances, alors que Ehrlich a eu beaucoup de tort dans sa vie, mais au contraire, c'était quelqu'un qui a toujours défendu les droits des Noirs, puis dans les années 50, faisait des sit-ins pour mettre fin à la ségrégation, puis tout ça. Donc, mais bon, en tout cas, comme je vous dis, je pourrais m'étendre là-dessus. Là. Revenons-en à l'économie de marché. À la rescousse. C'est un des arguments qu'on entend toujours, c'est de dire que, ben, oui, c'est vrai qu'Ehrlich et puis le Club de Rome ont eu tort, si tu regardes les faits, mais c'est parce qu'ils nous ont envoyé des avertissements importants et qu'on s'est ajusté. Donc, c'est grâce à eux, dans le fond, qu'on a évité la catastrophe qui nous prédisait. Alors que moi, je dis non, pas du tout, c'est l'économie de marché. Donc, si tu fais à l'image suivante. Bon, là, je vais jouer dans l'étal de Vincent. Fait que Vincent, tu peux m'interrompre quand tu veux. Là, c'est plus ton genre de truc. La population mondiale a augmenté de façon considérable depuis quelques décennies. Donc, eux, ce qui inquiétait justement Voigt puis Osborne Jr. en 1948, c'est que la population mondiale est d'à peu près 2,5-3 milliards d'individus. Puis ils disent, on va se rendre à 4 sous peu. La Terre ne pourra jamais supporter ça. Alors que dans les faits, ben, là, on est rendu à presque 8 milliards. Puis, il y a des gens qui disent ici, World in Data, que ça devrait se rendre en haut de 10. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Je serais bien surpris qu'on se rende un peu en haut de 9, là, mais bon, on verra. J'ai pas vraiment de prédiction là-dessus. Écoute, Non, moi non plus. Là, mais... moi, les gens qui essayent de pousser des modèles tellement loin dans l'avenir, OK, non, c'est bon. je suis très sceptique. C'est trop. Ouais. C'est juste, c'est un scénario plausible si X, Y et Z fonctionnent, mais tu sais, à quelle probabilité que ça fonctionne exactement? Mais honnêtement, là, moi, j'ai jamais trop compris. Les gens qui disent, justement, là, il va y avoir un moment, on va être beaucoup trop, puis on va mourir de faim, puis tout. Puis pour vrai, moi, je suis vraiment, je le dis là, en toute transparence, je ne suis aucunement un spécialiste de la démographie, là. Mais le peu que j'en ai lu, j'en trouve. Je connais pas de démographes qui disent que la population va croître jusqu'à la fin des temps. Là. Ils disent tous qu'à un moment donné, ça redescend. Ils s'entendent pas, en fait, pour dire c'est quand le pic puis quand est-ce que la population part de l'autre bord. Mais il y en a aucun qui dit oui, on va être 40 milliards. Tout le monde dit qu'à un moment donné, la population va redécliner. Là.
Ou se stabiliser, là, Ou ça se dépend. stabiliser. Mais c'est parce qu'ils fonctionnent dans une vision mécanique du monde malthusien, ceux qui répondent ça. L'idée, c'est que l'être humain n'est pas capable de répondre à son environnement. Il est trop stupide, c'est un imbécile. Il n'y a aucune capacité de rétroaction ou d'information. Non, ça ne marche pas. Les êtres humains sont très bons pour s'ajuster à plein de choses. C'est ça. Donc là, je disais, quand je vois dans les Tal de Vincent, là, c'est vraiment les Tal de Vincent, là, la population de l'Angleterre à travers l'histoire. Moi, si j'avais été Vincent, je ne sais pas si tu l'as fait, j'aurais fait mon pèlerinage à un moment donné pour aller voir le Domesday Book. Là. Je ne sais pas si c'est aux archives. Jamais eu le temps. Jamais eu le temps. Ah, OK. Ben, le Domesday Book, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand les Normands... William the Conqueror, moi Vincent, Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant conquérant Grande-Bretagne, évidemment, comme tous les bons étatistes, il a fait un recensement de toutes les richesses qu'il avait gagnées. Fait qu'on a beaucoup de détails sur toutes les richesses qu'il pouvait taxer. Voilà, qu'il pouvait taxer, voilà. Et donc, et par la suite, ben là, à un moment donné, tu ajoutes l'Écosse à un moment donné, mais il n'y avait pas tant de monde. Mais en gros, entre 1800 puis aujourd'hui, la population de l'Angleterre est multipliée comme quelque chose par quoi? Ils sont à peu près à 8 millions, 50, quelque chose comme 7 peut-être, Vincent? Ça va-tu de l'allure? 1800 aujourd'hui? Oui, c'est à peu près. Les proportions sont à peu près bonnes. Là, okay. À peu près 7-8. Mettons 6-7-8 fois. Là. La population augmente de 6-7 ou 8 fois. Si tu vas à l'image suivante. Et la richesse par capita augmente d'environ 14 fois là, par individu. Donc, encore une fois, c'est des données qui sont là, puis Vincent les connaît mieux que moi. Là, mais si tu vas aller à l'image suivante, donc, tu sais, la richesse augmente plus rapidement que les individus. Et c'est pas seulement les gens des économies développées, mais les gens à travers le monde. Là, on a de la misère à comprendre aujourd'hui que les tarifs, c'est pas bon, puis que la libéralisation des échanges a peut-être été une bonne chose. Donc, non seulement on est plus nombreux, mais notamment grâce à ce qui s'est passé en Chine, puis un peu moins en Inde, le nombre de personnes pauvres a diminué de façon dramatique au cours des dernières années, malgré une augmentation de la population. Fait étrangement, contre toute attente, ouais. La tarte à se séparer, même s'il y a plus de monde qui veulent manger dedans, ouais. les gens ne mourraient pas plus de faim. Hein? C'est comme si la tarte grandit. C'est bizarre. Hein? C'est ça. Et justement, bon, les réserves de pétrole, on brûle beaucoup de pétrole, on en brûle plus à chaque année, et malgré tout, la quantité de pétrole dans le sol qui peut être récupérée de façon économique ne cesse d'augmenter. Donc, les espèces de tartes que vous voyez là, c'est la portion de pétrole dans le sol dont on connaît l'existence et qu'on peut pomper de façon économique en 2000, 2010, 2020. Fait que vous voyez, plus on brûle du pétrole, plus on a accès à des ressources qu'on peut pomper du sous-sol. Les ressources sont de plus en plus abondantes. On vit aussi beaucoup plus longtemps. Donc, l'espérance de vie au Canada en 1900, c'est à peu près 47 ans. Et aujourd'hui, ben, comme vous le savez, les boomers ne veulent pas mourir. Puis, en tout cas, je ne veux pas avoir l'air de Jeff Fillion. Vous m'avez fait redécouvrir Fillion au cours des derniers mois. Là. Je ne veux pas partir dans une tirade anti-boomer. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Je ne veux pas vous faire bannir. Là, mais... Donc, c'est ça. Nous vivons beaucoup plus longtemps. Et nous sommes bien plus grands et en bien meilleure santé que nos ancêtres. Donc, la question que je pose toujours, si tout nous tue, où sont les victimes du progrès? T'sais, les cancers, les plus acides, les changements climatiques, on est de plus en plus nombreux, on est de plus en plus grands, on a moins de maladies que nos ancêtres. Alors, où sont les victimes du progrès? L'image suivante. C'est pas juste ça, mais nos économies sont beaucoup plus vertes que par le passé. Donc, il y a peut-être trop d'informations sur cette image-là, mais en haut à gauche que vous avez, c'est la pollution de l'air à Londres. Et il se trouve que si à un moment donné, tu arrêtes de brûler du charbon, puis tu remplaces ça par du mazout, en Grande-Bretagne, c'est pas tant de l'hydroélectricité, mais disons du gaz naturel pour générer de l'électricité ou juste de brûler du gaz naturel ou du nucléaire et puis tout ça. Et si tu as des convertisseurs catalytiques sur tes voitures, tu peux faire diminuer le niveau de pollution de l'air de façon dramatique, même si la population de Londres a augmenté de façon phénoménale et les gens sont beaucoup plus riches maintenant que par le passé. D'habitude, quand je parle à mes étudiants, je leur sors des images de Toronto. Tu as des photos de Toronto en 1900 quand les gens brûlaient encore du charbon, fait que ça avait l'air... C'est une image typique à gauche, là, j'en ai une dizaine comme ça. À droite, aujourd'hui, on se plaint du smog là, de temps en temps, mais vous voyez Toronto, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nuages de particules au-dessus de la ville. Puis en haut à droite, ce que vous avez, c'est l'Italie, la France, l'Espagne puis le Portugal. Beaucoup plus vert qu'aujourd'hui, qu'en 1900, même si vous avez beaucoup plus de Français, ce que certains considèrent peut-être comme une externalité négative, là, mais il y a beaucoup plus de Français, d'Italiens, d'Espagnols et de Portugais, et vous avez beaucoup plus d'arbres.
que ça pouvait être le cas à l'époque. Pourquoi les gens vivent dans les villes? L'agriculture est beaucoup plus productive dans certaines zones. Donc, on peut abandonner des anciens pâturages qui n'étaient pas productifs, les arbres repoussent. Donc, non seulement on est plus nombreux, plus riches, mais la nature se porte mieux. Tu regardes tous les indicateurs. Donc, il y a des prophètes de bonheur. Je pense que Vincent a déjà parlé de Julian Simon dans un nouveau podcast. Je ne sais pas ce que tu penses d'Our World in Data, Vincent, mais c'est quand même... j'ai correspondu un peu avec Anna Ritchie. Là. Je ne sais pas si c'est Alors, moi, à toi. Je les aime beaucoup. Là. Ils sont très rigoureux, contrairement même à Gapminder. Dans le temps, Gapminder, c'était l'enfer de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient sorti comme données. Tandis qu'Our World in Data, ils sont vraiment transparents sur le matériel qu'ils ont utilisé. Fait que... non, je moi, sais pas je les mets par-dessus... c'est sûr que j'aime mieux Human Project parce que je suis associé avec, le Human Progress, avec la gang du Cato. Mais Our World in Data a beaucoup plus d'articles. Moi, je ne veux pas te dire quoi faire, mais ça serait peut-être bien qu'un jour tu fasses un segment pour introduire ces trucs-là. Si tu ne l'as pas déjà fait. Là, mais... En tout cas, c'est une idée. Là, je vous lance ça. C'est une bonne idée. OK, bon. Image suivante. Comme je vous dis... Un de mes livres préférés là-dedans, Factfulness, là, dont on a souvent parlé, là, qui est un must absolument à lire. Là. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire, comment les processus de marché ont toujours été garants de développement durable? Comment ça se fait qu'on est plus nombreux, plus riches, que les humains se portent mieux, que la nature se porte mieux, puis que Hubert Reeves et David Suzuki et Ehrlich ont toujours eu tort? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Épiméthée puis Prométhée? En avez-vous parlé? OK, bon. L'histoire courte. Dans le temps jadis, Zeus, le dieu de l'Olympe des Grecs, qui défait les titans, mais il garde deux frères, puis il leur dit « Allez sur Terre, créer des choses, puis je vous donne un sac de cadeaux. » Fait que tu as Épiméthée qui va créer les animaux, puis il leur donne des cadeaux que Zeus lui a donnés dans son sac. Donc, à l'ours, il donne une force énorme. Au guépard, il donne la vitesse. Au serpent, il donne des crocs avec du venin. Puis Prométhée, lui, crée les humains, mais son frère a tout donné cadeau. Il ne reste plus rien aux humains. Fait que les pauvres humains sont vulnérables, vivent au fond d'une caverne, il fait noir, ils n'osent pas sortir. Fait que Prométhée retourne voir Zeus, puis il dit « Écoute, c'est pas juste là, j'ai créé mes affaires ici, puis ils ont rien pour survivre dans le monde qu'on a créé. Peux-tu me donner un autre cadeau? » Je lui dit, n'est pas question, t'étais un moron, t'avais juste à intervenir avec ton frère. Fait que Prométhée dit, oui, mais t'as le feu ici, on peut-tu là? Zeus ne veut pas lui donner le feu parce que le feu, ça appartient aux dieux. Sauf que Prométhée va voler le feu aux dieux de l'Olympe, va l'amener aux humains, puis dans d'autres versions du mythe, il va leur apprendre à construire des maisons, des bateaux, fabriquer des textiles, puis ce genre de choses-là. Donc, vraiment, ce qui est l'avantage des humains par rapport aux autres animaux, c'est notre cerveau, c'est notre capacité de créer. Donc, c'est le mythe de Prométhée. Donc, les gens historiquement qui croient que les humains ne sont encore une fois pas que des bouches à nourrir, mais des cerveaux pour inventer des choses, puis des mains pour transformer les idées en trucs réels, sont souvent connus comme des prométhéens. L'autre expression qui est connue, c'est cornucopien, mais je suis comme Julian Simon, je ne l'aime pas parce que cornucopia, c'est un autre mythe grec où tu as une corne et puis tu as toutes sortes de bouffe et puis tout ça qui sort sans trop d'efforts. J'ai jamais aimé ça, mais c'est l'expression qu'ils utilisent. Donc, OK, en admettant que les humains sont différents des autres animaux ou qu'on a des qualités différentes, comment expliquer ce qu'on a vu depuis les derniers siècles? Ben, les humains ont une capacité que tu retrouves dans aucune autre espèce animale. Et ici, ce n'est pas exactement une citation du mythe, c'est plus paraphrasé, mais je trouvais ça correct. Là. L'homme est un animal qui fait des échanges, aucun autre animal ne fait ça, aucun chien n'échange des os avec un autre. C'est pas vraiment exact. Il y a des espèces animales qui vont échanger des services. Là. Par exemple, je te mange tes puces si tu me protèges du gros bouli. Là. Tu peux avoir ça notamment avec les primates. Mais les êtres humains sont les seuls êtres sur la planète à échanger des biens physiques. Oui, on fait ça par l'intermédiaire de l'argent aujourd'hui, mais historiquement, c'était du troc. Là. Je vais t'échanger de la viande contre, je ne sais pas moi, un arc puis des flèches ou quelque chose. Là. Il n'y a pas d'autres espèces animales qui font ça. Et ce qui arrive avec cette propensité à échanger des biens physiques, c'est que les humains se spécialisent dans ce qu'ils font de mieux, puis ils échangent les uns avec les autres. Donc, sans individus qui se spécialisent et échangent les uns avec les autres, on va produire beaucoup plus et beaucoup mieux que sans individus qui essayent de tout faire eux-mêmes. Donc, l'autarcie, c'est pas bon, mais je suis sûr que Vincent vous en a parlé souvent. Le truc que je veux mentionner à bas à droite, on peut dire que les espèces, si tu regardes le poids des espèces sur la Terre, à part les êtres humains, les espèces qui ont le plus de succès, c'est les fourmis et les termites.
Pourquoi? Parce que tu as une division du travail à l'intérieur d'intermédiaires et puis d'infourmilières. Et même, on sait maintenant que les fourmis font de l'agriculture depuis 50 millions d'années. Je vous en parlerai peut-être une autre fois, là, mais sauf que ce que tu vois dans les intermédiaires et les fourmilières, tu as des ouvriers spécialisés, tu as des soldats, puis tu as d'autres. Les êtres humains, nous, on reste les mêmes, mais on a chacun des affinités différentes, on se spécialise, puis on produit beaucoup plus à cause de l'échange. Donc, le marché n'est pas la loi de la jungle. Il n'y a rien d'autre qui ressemble à ce que font les humains dans la jungle. OK, l'argument économique traditionnel, prix, profit et ressources, si le prix d'une ressource augmente, les gens vont en chercher davantage, vont l'utiliser de façon plus efficace, puis vont développer des substituts. Donc, c'est pour ça que même juste dans les signaux de marché, ça nous incite à créer plus de ressources, puis à les utiliser de façon plus efficace. Si je vais trop vite, arrêtez-moi, là, si vous pensez qu'on devrait clarifier pour nos auditeurs. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est ma modeste contribution, dans le fond, de ramener des choses que les gens comprenaient il y a 150 ans. La recherche du profit nous amène toujours à essayer de créer de la richesse à partir de nos déchets. Pourquoi, si tu relâches, je ne sais pas moi, de l'acide sulfurique dans ta cheminée, pourquoi tu n'essaierais pas de la capturer et d'en faire quelque chose d'utile? Et au fil du temps, ce qui est arrivé avec le charbon, le pétrole, le gaz naturel, c'est qu'on a remplacé des ressources qui étaient produites à la surface de la Terre, par exemple du coton, par des trucs qui viennent ultimement du sous-sol, donc des fibres synthétiques. OK, l'autre problème qu'on a, c'est que les gens s'imaginent que c'était facile de ramasser du pétrole il y a 50, 100, 150 ans. Mais quand tu retournes, si tu dis ce que les gens disent à l'époque, non, ils disent que c'est difficile de ramasser des choses. Et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils regardent juste l'état des ressources dans le sous-sol, mais ils font toujours abstraction des technologies et de l'infrastructure que tu as à un moment donné. Et les ressources faciles, ça a seulement l'air facile une génération plus tard. Donc, tu ne peux jamais juste regarder la qualité du minerai ou d'autres ressources que tu as dans le sous-sol. Il faut que tu regardes les technologies qui ont été inventées, qui sont inventées, les infrastructures en place. Et ça explique qu'à travers le temps, on réussisse toujours à créer des ressources, souvent de façon moins chère à partir de trucs qui semblent en théorie plus difficiles à accéder que ça pouvait être le cas il y a 50 ou 100 ans. Et puis, plus tu as de cerveau, plus tu as des chances d'inventer des choses. Ça, je vous le mets juste parce que je trouve ça intéressant. Il y a environ 1% de tous les animaux là, qui utilisent des outils, que ce soit, bon, si je vous ai mis des corbeaux puis des chimpanzés, sauf que c'est ce qu'on appelle des outils d'opportunité. C'est une roche que tu ramasses, que tu utilises une fois, ou c'est un bout de bois, ou c'est une brindille, ou quelque chose. Mais les êtres humains sont les seuls qui combinent et recombinent continuellement des choses et qui réutilisent leurs trucs à travers le temps et qui transmettent ces connaissances-là à leurs enfants. Donc, tu peux dire qu'à la limite, un castor, ça va combiner des bio, de la boue puis de la roche pour faire des barrages, mais c'est tout ce qu'ils font. Oui, ils enseignent ça à leurs enfants, mais ils n'ont pas la capacité de continuellement combiner, recombiner, puis de développer, si tu veux, une culture qui nous aide à transformer notre environnement. Donc, Prométhée, encore une fois. Ça, je vous l'ai mis encore une fois parce que je trouve ça intéressant. J'achète mes étudiants avec des trucs comme ça. Ça explique mes mauvaises évaluations. Je vais partir sur des tangentes. Là. J'aime la chasse aux écureuils, moi aussi. Fait que pendant longtemps, j'ai cru que les humains avaient les plus gros cerveaux, mais ce n'est pas le cas. Des orques, des baleines ont des plus gros cerveaux que les humains, sauf que la proportion de la pensée complexe qu'on a pensée complexe, c'est notre front, là, le lobe frontal. Les baleines n'ont pas ça, mais ils ont des cerveaux plus gros que le nôtre. Et on n'est pas trop sûr pourquoi, mais les gens pensent que c'est sans doute relié au sonar, puis leur capacité de s'orienter à partir des étoiles, puis tout ça. Fait que je le mentionne juste parce que je trouve ça intéressant. Voilà, désolé. Ma chasse aux écureuils. Très intéressant. Fait que le résultat, si vous regardez la production de pétrole au Texas, pendant des années, ça a décliné. Mais il se trouve qu'à un moment donné, on a inventé de nouvelles technologies. Je l'ai déjà parlé, fracking, combinaison de trucs qui existaient déjà. Et soudainement, tu vois que non seulement la production au Texas repart en grande parce que tu es capable de convertir en ressources une couche de shale qui n'était pas exploitable économiquement avec les technologies du passé. Fait que non seulement ils produisent plus d'essence au Texas, mais le prix a baissé. On produit plus. Alors voilà. Où sont les rendements décroissants là-dedans? Donc, les humains ne sont pas soumis à une capacité de support environnemental. Là. Entre autres choses, on va commencer avec la citation d'Henry George. Désolé si Vincent l'a déjà mentionné. Là. Both humans and hawks eat chickens, but the more hawks, the fewer chickens, while the more humans, the more chickens. Et donc, on réussit à produire beaucoup plus de nourriture sur le même lopin de terre, mais ce que les gens oublient souvent, c'est que ça dépend ultimement du commerce longue distance que ne fait aucune autre espèce animale, ne serait-ce que pour faire venir des engrais, par exemple.
Donc, on produit aujourd'hui, je l'ai déjà mentionné dans le passé, 6 ou 7 fois plus de maïs sur le même lopin de terre en Ontario ou au Québec, mais ça dépend peut-être d'importer de la potasse de Saskatchewan ou d'autres choses. Donc, le commerce longue distance que pratiquent les humains, notre capacité à créer des nouvelles technologies, notre capacité à transformer des déchets localement en ressources, ou sinon d'envoyer nos déchets ailleurs pour qu'ils soient convertis en ressources ailleurs, nous aide à briser les limites locales. Donc, les humains ne sont pas soumis à une capacité de support environnemental parce qu'on est différent. Le résultat, bon, 18e siècle, la France au 18e siècle, la France aussi, je l'utilise ici parce que j'aime bien cette carte-là. Donc, en gros, tu as 3 fois plus de Français aujourd'hui que tu pouvais en avoir il y a 2 ou 3 siècles. Beaucoup plus riche, mais la France, la qualité de l'air à Paris est bien meilleure que ce qu'elle pouvait être il y a quelques décennies. Et la France... Il y a 3 fois plus de Français puis 3 fois plus de forêts, mais je pense que c'est la deuxième partie qui est qui peut être considérée comme un progrès, c'est ça. OK, moi, je suis avant qu'on se cale plus, là. McKelvey, en as-tu déjà parlé, Vincent? Non, je ne sais même pas c'est qui. Bon, OK. Vous connaissez la boîte d'Overton, la fenêtre d'Overton. Laissez-moi vous introduire à la boîte de McKelvey. So, McKelvey, c'est le président c'est le grand boss du US Geological Survey au début des années 70, quand les gens commencent à paniquer. T'as Ehrlich, t'as le Club de Rome, on dit on va manquer de pétrole bientôt, tout va plus mal. McKelvey est un Prométhéen, puis lui, sa job, c'est d'expliquer aux politiciens pourquoi vous ne devriez pas freaker puis écouter le Club de Rome. Fait que ce qu'il développe, c'est le truc que vous avez là. Ben voilà l'image suivante. J'en ai mis une version un peu plus sophistiquée. Fait que bon. Fait que ce que McKelvey essaie d'expliquer aux politiciens, c'est que oui, la Terre est finie, mais ça ne veut pas dire qu'on va manquer de ressources au cours des prochains siècles. Pourquoi? Parce que la portion qui est recouvrable économiquement dépend à la fois de notre capacité à découvrir des nouveaux gisements avec des nouvelles technologies, mais également des nouvelles technologies qui nous permettent d'exploiter les choses de façon toujours plus efficace. Fait que oui, la Terre est finie, on s'entend là-dessus, mais encore une fois, comme ce que je vous disais, ce qui est important, c'est les technologies, l'innovation, et même si on récupère les ressources les plus faciles à recouvrir à une certaine époque, on peut, grâce à notre culture, à l'économie de marché, quand même accroître continuellement la quantité de ressources. Donc, on ne manquera pas de pétrole dans 20 ans. Et donc, McKelvey est très bon avec l'administration Nixon, Ford, mais ensuite, l'administration Carter arrive et c'est probablement la première administration verte aux États-Unis, fait qu'ils l'ont flushé là, en 76 ou 77. Là, il y a une analogie qui vaut la peine pour les gens qui pensent aux ressources naturelles, puis c'est Don Boudreau qui me l'a donné. C'est, nous, on est comme des moustiques. On veut une certaine quantité de sang. Puis l'innovation, c'est la différence entre avoir une tasse de sang ou une piscine olympique de sang disponible. C'est sûr que le stock est fixe, mais à un moment donné, tu deviens tellement insignifiant face au stock disponible que c'est comme si c'était quasiment infini, je veux dire. C'est ça la bonne analogie à faire, c'est que si on devient plus efficace dans la consommation, plus efficace dans l'extraction, ben à toute fin pratique, la limite est pas une limite contraignante. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, la boîte de McKelvey. Donc, à part la fenêtre d'Overton, la boîte de McKelvey. Vincent, es-tu associé à ça, toi, le Simon Abundance Index? Malheureusement, oui. Bon, OK. Ben, écoute, c'est un peu trop compliqué. Là, je vais... Veux-tu en parler ou on saute? Ou peux-tu en parler une fois que ça ne t'intéresse pas ou tu as des problèmes? Non, c'est plus parce que non, j'ai pas de problème à être associé avec ça. J'ai même le livre qui est associé à ça, puis à un moment donné, il faudra en parler pour les gens. Là. Avec le livre de Pierre, le deuxième meilleur livre, c'est celui-là. C'est basé sur Super Abundance. L'idée, c'est si tu veux tenir compte de la quantité de ressources disponibles, mais étant donné combien on a besoin d'efforts pour acheter ces choses-là. Donc, ce n'est pas juste une question de population, une question de population additionnée à la capacité qu'on a d'acheter ces choses-là. Ben, si maintenant, disons, on a réussi on a le même stock de ressources, mais on est 10 fois plus, puis on dépense la même chose en termes de ressources avant, ben, en réalité, l'abondance est maintenant 10 fois plus, même si on est le même nombre de personnes à travers le temps. L'idée du Abundance Index, c'est que tu captures le fait que... Puis c'est quand même impressionnant, hein? Juste une chose pour les tendances. Là. Pierre avait mis un graphe tantôt, mais si tu regardes, la population a augmenté, mais tu peux regarder plein d'autres indicateurs. Les prix sont restés stables.
de l'alimentation. Il y a plein d'indicateurs environnementaux qui se sont améliorés. Juste le fait que les prix de la bouffe, par exemple, n'ont pas augmenté, alors qu'on est 8 fois plus qu'il y a à peine un siècle, ben c'est un crise de témoignage de shit, on est 8 fois plus, puis le prix n'est pas plus élevé. Ça, c'est de l'abondance personnelle parce qu'on est tellement plus productif. Bon, C'est je ça pense que l'idée. je vais te laisser faire une émission là-dessus, là, parce que Ouais, sinon. c'est fait. OK. Bon, OK, d'accord. OK. Image suivante. OK, une autre critique standard, et ça vient des anti-malthusiens, qu'ils soient de gauche ou de droite. Le malthusianisme, ça débouche toujours sur la coercition puis la bellicosité. Donc, Proudhon, qui n'est pas quelqu'un que je cite de façon admirative bien souvent, a une petite phrase ici que j'aime bien. La théorie de Malthus, c'est la théorie de l'assassinat politique, de l'assassinat par philanthropie, par amour de Dieu. Ceux qui s'acquittent le mieux de ce devoir, qui pratiquent avec piété, courage et fraternité les maximes de Malthus, sont les bons citoyens, les hommes religieux. Je ne devrais pas le dire, c'est une cheap shot gratuite, mais des fois, vous faites jouer des cotes de Buck Coty qui parlent des conquérants anglais, puis le peuple conquis, puis tout. Puis moi, je suis marié à une Polonaise. Tu sais, quand t'es Polonais, t'es pogné entre les Allemands puis les Russes, puis à un moment donné, t'es pogné entre les nazis puis les communistes, puis ils sont tous les deux pointés en Pologne. Là, fait que, en tout cas, c'est plus menaçant qu'un Ontarien, mettons. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, à un moment donné, dans le fond, si tu crois à Malthus, puis il y a des gens qui le disaient dans l'après-guerre, quand Voigt et d'autres sont arrivés, ouais, ben dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils justifient les nazis. Je veux dire, si tu crois vraiment que les ressources sont limitées, qu'on va en manquer, comment tu peux blâmer les nazis d'avoir dit, ben écoute, il faut aller créer notre espace vital. Et puis, il y a un géographe qui est bien connu dans mon domaine allemand. Là. Lui, sa job dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est comment développer la Pologne une fois qu'on s'est débarrassé des Polonais. Fait que, en tout cas, je dis ça, je dis rien. Vous aurez peut-être ma femme un jour là, qui vous fera l'histoire de la Pologne, mais Mathieu, si t'écoutes, on se connaît pas, là, mais à un moment donné, pouce égal des fois. Bon, voilà, ça fait trop longtemps que ça m'achale, il fallait que je le sorte là. OK, résumé. Désolé, les gars. Les êtres humains sont uniques. Alors, mais Pierre, moi j'ai mon Olivier Niquet, Pierre, il a le sien, là. Voilà, c'est ça. Désolé. En tout cas. Les êtres humains sont uniques de par leur capacité à se spécialiser dans ce qu'ils font de mieux, commercer sur des distances toujours plus grandes, améliorer leur stock de connaissances et de capital en transmettant, en recombinant des idées, du savoir-faire et des matériaux. Les processus de marché ne sont pas la loi de la jungle. Comme je vous disais, il n'y a pas d'échange de biens physiques dans la jungle, en dehors des humains. Promeuvent simultanément la création de richesses et la lutte contre la pollution. Les économies les plus prospères et les plus propres ont toujours eu une forte densité de population, puis ça, c'est reconnu depuis des siècles. Les économies les plus prospères ont toujours été des économies les plus urbanisées. Et dans le fond, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, puis vous me direz si vous pensez à une meilleure image, l'économie de marché ressemble davantage à un jardin avec beaucoup d'espace pour grandir et des fournisseurs extérieurs qui donnent des meilleurs engrais, des meilleurs pesticides, des meilleures semences à chaque année qu'à une tarte. Fait qu'en tout cas, c'est l'image que j'essaie d'utiliser. Bon, j'ai du temps de passer à la partie Patreon, là, parce qu'on va parler de changement climatique. Oui, écoute, allons-y. Donc, pour la suite des choses, on invite les gens à s'abonner, évidemment, au Patreon, parce que là, il nous reste à parler de 2 points fondamentaux, le problème vert et la solution climatique, et peut-être nous rappeler l'autre truc d'avant. Défendre Karl Marx. On va défendre Karl Marx. Bon, écoute, parfait. Il dit du bien de Proudhon, puis après ça, on va dire du bien de Karl Marx. Puis à la fin, on chante toute l'Internationale socialiste. Ouais, je peux-tu quitter? Écoute, c'est ça. Donc, c'est ça. Arrête, Yann, tu vas te présenter pour Québec solidaire à la prochaine. Exact. Voilà.